Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bienvenue à ce Midi étudiant du Centraire, euh, une série d'activités qui met en vedette les étudiants, des membres chercheurs réguliers, une occasion qui leur permet de nous présenter un peu leurs travaux, des fois le début de leurs travaux, des fois la fin avec des résultats plus concrets. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alexis Legault, qui est candidat à la maîtrise en éducation à l'Université de Sherbrooke sous la direction d'Adolfo Agundez Rodriguez. Alexis, en fait, je pourrais même te laisser la chance de te présenter plus avant, si tu veux, avant de commencer ton exposé, qui aujourd'hui, en fait, va porter sur un projet, en fait, qui a été initié il y a un certain temps, qui s'appelle la Grande Marche pour la protection des forêts. Donc, on a bien hâte de t'entendre. Alors, sans plus tarder, Alexis, je vais te céder la parole pour cette période de présentation. Puis, c'est une période, en fait, qui va être suivie par la suite d'un échange pour ceux qui vont vouloir poursuivre la conversation avec toi. Donc, il y aura une période de questions à la fin de tout ça. Alors, à toi la parole, Alexis. Super. Donc, c'est ça, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps pour me présenter. Je pense que l'essentiel a été dit. J'en suis, juste pour vous situer un petit peu, à ma deuxième session à la maîtrise. Donc, ce que je vous présente, c'est mon projet de recherche qui en est à ses débuts encore, mais je vais être bien heureux d'avoir un petit peu de retour dessus de votre part. Et donc, sans plus tarder, je commencerai en vous présentant justement ce projet qui concerne la Grande Marche pour la protection des forêts, qui est un mouvement où sont alliés les personnes autochtones et des personnes allochtones. Et je vais mettre mon œillère, en fait, plutôt la loupe sur l'aspect éducatif de ce projet de la Grande Marche. Et donc, petit plan de présentation très sommaire. Tout d'abord, je vais mettre un petit contexte autour de cette présentation-là avec la problématique. Je vais me laisser plus de temps pour vous présenter le cas à l'étude qui est celui de la Grande Marche, passer rapidement sur le cadre de référence, la méthodologie qui est derrière ce projet-là et terminer avec donc un espace pour les résultats préliminaires, les réflexions YAM. Et donc, pour commencer cette mise en contexte, ce qu'on constate en regardant la littérature sur le sujet, c'est qu'on a présentement au niveau de l'éducation à l'éco-citoyenneté, l'éducation relative à l'environnement, différents manques, un manque au niveau de la formation des personnes enseignantes, des manques de ressources autant à l'intérieur du milieu scolaire que pour les différents autres acteurs de l'éducation au Québec. Des limites dans le programme de formation, de l'École québécoise et différents autres enjeux éthiques, notamment chez les personnes enseignantes qui ont parfois l'impression que lorsqu'elles doivent dispenser des apprentissages environnementaux et éco-citoyens, se retrouvent dans une situation dans laquelle elles ont l'impression de manquer à leur devoir de neutralité en tant que personnes enseignantes, puisqu'elles doivent aborder des enjeux qui sont politiques, des enjeux qui sont éthiques, et le devoir de neutralité, je le mets entre guillemets également. Et donc, cet écosystème-là, tout ce contexte-là fait en sorte que ce que je constate actuellement, c'est que le milieu scolaire semble ne pas être en mesure à lui seul de porter cette mission-là qui est d'éduquer à l'éco-citoyenneté pour l'ensemble de la société québécoise. Et donc, j'en arrive ici à ce lieu de rencontre entre les premiers peuples et les groupes écologistes. Il y a ces deux camps qui sont très hétérogènes, autant l'un que l'autre, une volonté commune de protection du territoire. Peu importe ce qu'on entend par le terme protection, il y a quand même des éléments similaires de chaque côté. C'est des éléments qui sont profondément ancrés dans les réalités des premiers peuples. Concrètement, si je prends l'exemple de la nation Innu que je connais un peu plus, lorsqu'on altère le territoire, que ce soit par la construction de barrages hydroélectriques, par l'industrie extractive, c'est les chemins de portage qui partent, qui sont endommagés. C'est donc l'histoire de ces personnes, de ces générations-là qui sont passées par là, qui se retrouvent à être retirées. C'est la culture qui va avec, c'est une portion de leur identité qui est détruite avec la destruction du territoire. Donc, quelque chose de profondément ancré. Et on va parfois avoir même des liens qui sont de l'ordre de la famille, à savoir à présenter les rivières comme étant une sœur, à présenter
l'ours comme étant le frère ou le grand-père. Et donc, il y a quelque chose de très profond dans l'identité même autochtone. Et il y a donc ce lieu de convergence-là qui existe au point de vue théorique, mais qui est acté également au sein des différentes actions de résistance à la destruction territoriale entre les groupes écologistes, dont c'est la mission de protection, et les premiers peuples. Et donc, concrètement, ce qu'on peut observer, c'est que depuis le début du 20e siècle, on a de très nombreux mouvements de protection du territoire qui ont impliqué les premiers peuples. Au Canada, on parle de plus de 80 mouvements dans lesquels il y a des groupes autochtones qui ont été impliqués de manière active. Ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des enjeux de conflits territoriaux, de protection territoriale, il y a présence des premiers peuples. On constate également qu'à l'intérieur de ces luttes-là, selon une recherche dont les résultats, on peut les nuancer certainement, mais qui sont un indicatif intéressant, ce qu'on remarquait, c'est que dans l'ensemble des conflits majeurs qui ont été considérés comme étant une victoire du camp écologiste, il y avait présence des premiers peuples à l'intérieur de cette mobilisation-là, ce qui démontre l'importance de ce type d'alliance-là pour les résultats de ces mouvements-là. Au Québec, on a une situation qui est assez similaire avec quelques dizaines de mouvements d'opposition à travers les années où les premiers peuples ont été impliqués dans la protection territoriale et on se trouve à être parmi les provinces derrière la Colombie-Britannique où il y a le plus de ce type de cas-là de protection territoriale, de conflits où les premiers peuples sont impliqués aux côtés des écologistes, allochtones généralement. Et donc, le mouvement à l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Grande Marche pour la protection des forêts. C'est un exemple québécois dans le sens où ça se trouve sur le territoire québécois. C'est un exemple qui est actuel, c'est un exemple qui est orienté vers ce lieu commun de protection territoriale dont je parle, qui vient unir. C'est un projet qui implique une collaboration active avec les premiers peuples, et ce, depuis le début du projet. Ce n'est pas toujours le cas dans ces différentes alliances-là. Et c'est aussi un projet qui a engagé le milieu scolaire également. J'y reviendrai évidemment plus tard. Et donc, qu'est-ce que la Grande Marche pour la protection des forêts? Je commence un peu plus large dans mon entonnoir pour vous présenter ce mouvement-là. Tout d'abord, avec la mission globale que ce mouvement a décidé de porter, celle de créer des liens entre les peuples allochtones et autochtones autour de cet enjeu de protection du territoire. Et j'ai déposé ici une petite citation de William Commanda, qui est un leader autochtone spirituel qui a beaucoup influencé et inspiré certaines personnes à l'intérieur de la Grande Marche. Et il a dit un jour à Patrick Gravel, une des personnes qui a leadé la Grande Marche, c'est notre relation au territoire qui va nous unir en tant que peuple. Et je crois que ça résume bien la mission globale du mouvement. Et donc, en restant au haut de notre entonnoir, au niveau des besoins, des valeurs de ce mouvement-là, en reprenant tel quel ce qui est accessible sur Internet, présenté par la Grande Marche, ce mouvement-là souhaite promouvoir la santé globale, humaine comme animale et du territoire, un accès à la nature, une compréhension de la relation d'interdépendance qu'on entretient avec elle, une profonde, et j'insiste sur le mot profonde, considération des Premières Nations, des premiers peuples, et finalement, l'idée d'une confiance en le potentiel humain, de respect, de considération. Tombons dans le plus concret un petit peu au niveau de cette étincelle qui a fait émerger ce mouvement-là de la Grande Marche. On a donc, pour la petite histoire, une centaine de projets d'aires protégées qui étaient mis sur la table, autour desquels s'entendaient globalement de différents acteurs à travers le Québec, des municipalités, des MRC, en passant par des groupes de scientifiques, des personnes à l'intérieur du ministère de l'Environnement, des communautés autochtones, des groupes citoyens, et j'en passe. Et ce que le gouvernement a décidé de faire, en l'occurrence le gouvernement de la CAQ, c'est d'écarter cette centaine de projets d'aires protégées-là qui étaient situés davantage au sud pour atteindre des cibles en termes de pourcentage couvert du territoire, mais sans égard à la richesse de la biodiversité qui était présente à ces endroits-là, et donc de protéger des territoires au nord dont l'apport en biodiversité est moins important.
Et donc, concrètement, les revendications que ce mouvement de la Grande Marche porte, la revendication forte, c'est celle de la protection des 83 aires protégées qui sont considérées comme prioritaires en terre publique, plus au sud, où elles sont plus en danger en raison de l'urbanisation notamment. Mais il y a aussi d'autres revendications qui sont portées. Celle de la création d'un observatoire indépendant de la forêt, celle d'adopter une loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans le cadre particulièrement des municipalités où on a un couvert forestier qui est inférieur à la moitié du territoire pour assurer de protéger les boisés urbains et périurbains, et finalement une modification de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier sans rentrer dans le détail de la chose. Et donc, l'événement principal autour duquel s'est canalisé les énergies de ce mouvement-là, c'est, comme le dit son nom, une grande marche à travers le Québec. Et on parle vraiment d'une grande marche, une marche de plus de 500 kilomètres qui s'est étalée sur une quarantaine de jours, partant de Ripon en Outaouais le 6 septembre 2021 jusqu'à Québec le 16 octobre de la même année. C'est une marche à laquelle ont participé une dizaine de personnes, dont une personne qui avait 80 ans ou tout près. Et sur ce chemin-là, il y a eu différents arrêts dans des différentes villes, villages où des points de présentation étaient réalisés avec des personnes autochtones comme porte-parole, où il y a des gens qui se joignaient à eux pour des moments à travers cette grande marche-là. Et à travers le Québec, à travers ces dizaines de journées-là, il y a eu des dizaines de marches d'appui qui ont été portées en appui à ce mouvement-là, dont différentes marches qui ont été menées dans les communautés autochtones, notamment Pessamit et Wendat. Et donc, une autre médaille à ce mouvement-là, c'est cette activité-là, Toi, mon espèce rare, qui est une activité qui a été menée en collaboration avec le milieu scolaire, donc une activité davantage en milieu formel qui concernait les élèves au 3e cycle du primaire, donc 5e, 6e année. C'est un projet qui portait sur la biodiversité de sa région, de la région des écoles concernées, et donc des écoles intéressées en fait. Et le projet éducatif principal pour ça, c'était de faire découvrir le mode de vie, l'habitat, mais aussi ce qui vient menacer une espèce de plante ou animal qui était choisi par les élèves. Et cette activité-là était mise en œuvre en globalement 4 grandes étapes. La première, une présentation qui était montée pour expliquer ce qu'est la biodiversité, à quoi est-ce que ça sert. Et ensuite, on avait une recherche qui était faite par les élèves pour en connaître davantage sur l'espèce qu'ils avaient choisie et un concours de dessin qui était annexé à ça. Par la suite, il y avait un cercle de parole pour échanger autour de ce que les enfants avaient constaté par rapport à leur recherche sur leur animal, sur le milieu, et une exploration de la nature, parce qu'on le sait, dans la recherche en éducation relative à l'environnement, on a beaucoup d'informations qui nous parlent de l'importance de créer ce lien-là avec la nature, d'avoir une proximité avec ces espèces-là pour avoir une considération, pas seulement l'expression, du care en fait. Et donc, il y avait après cet événement-là, après cette mise en commun-là, un film qui était réalisé de ce partage-là des personnes, des élèves, par rapport à leurs réflexions, par rapport aux solutions qu'ils souhaitaient apporter. Et à travers le mouvement de la Grande Marche, on a diffusé ces informations-là à travers les petites capsules vidéo qui étaient réalisées, notamment parmi les familles, mais aussi aux élus à l'intérieur de la communauté, ce qui amène tout un engagement politique qui est intrinsèque au concept de l'éco-citoyenneté chez ces élèves qui ont participé à l'activité. Et donc, ça m'amène à mes objectifs de recherche de manière un petit peu plus formelle, où mon objectif général est celui de déterminer comment est-ce que la Grande Marche, ce mouvement-là pour la protection des forêts, peut servir d'inspiration pour favoriser une collaboration qui soit la plus riche possible entre le milieu scolaire et les différents mouvements éco-citoyens où il y a des lieux d'apprentissage et des connaissances. Et donc, ça se décline en différents objectifs plus spécifiques, celui de décrire simplement le mouvement de la Grande Marche, celui d'identifier les apprentissages éco-citoyens qui ont été générés par la Grande Marche à l'interne et à l'externe, et finalement, d'identifier les facteurs qui
ont pu contribuer, ou les facteurs qui ont été des freins davantage aux différents apprentissages éco-citoyens qui vont avoir été réalisés. Et donc, rapidement, je présente certains éléments de mon cadre de référence que je considère comme étant importants pour comprendre la démarche. Au niveau des apprentissages éco-citoyens, il y a ça forme un petit peu la lunette que je vais prendre pour évaluer, pour extraire en fait les différents apprentissages qui ont été réalisés. Donc, à savoir, est-ce qu'il s'agit de savoir, de connaissances plus théoriques? Est-ce qu'on est davantage dans des savoir-faire, des habiletés, des stratégies? Est-ce qu'on est dans un savoir-être, donc une attitude, des valeurs davantage par rapport à l'éco-citoyenneté? Est-ce qu'on est dans un savoir-agir plutôt donc, dans le contexte au niveau de l'application? Et pour chacun de ces savoirs-là, ça se décline en différents types de compétences qui soient considérées comme étant plus critiques, politiques ou éthiques. Et je trouvais aussi important de présenter cet aspect de mon cadre de référence au niveau des apprentissages par les mouvements sociaux, notamment parce que je m'attends à retrouver présentement des apprentissages qui vont s'avérer plus formels à l'intérieur de ce mouvement de la Grande Marche, étant donné les collaborations avec le milieu scolaire, donc une certaine forme d'attestation des compétences qui est prévue. Je m'attends à retrouver des apprentissages qui vont être de nature moins formelle, non formelle, donc au niveau d'apprentissage qui vont avoir été réfléchis en amont, mais qui ne donneront pas lieu à des attestations ou quoi que ce soit à l'intérieur du mouvement, et certainement des apprentissages plus informels également. Donc, des apprentissages qui ne sont pas réfléchis comme étant dans une logique éducative, mais qui, comme dans notre milieu familial, notre milieu de travail, finissent par nous apporter des différentes notions auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et finalement, au niveau des types d'apprentissage réalisés, quelque chose de tout simple, mais qui va faire partie de ma grille d'analyse, c'est de regarder est-ce qu'il est question d'apprentissage qui ont été réalisés par des individus qui appartiennent directement, donc qui ont participé activement au mouvement, ou est-ce qu'il y a des apprentissages qui semblent avoir été réalisés davantage en périphérie, si on veut, du mouvement par des personnes qui sont à l'externe, disons. Ma méthodologie, de manière très simple, ce que je souhaitais vous présenter, c'est d'abord que je compte réaliser des entretiens pour avoir une information un peu plus profonde sur ce qu'ont à dire de mes différents questionnements, les personnes qui appartiennent au comité qui a initié le mouvement, personnes qui ont participé à l'organisation du mouvement et les personnes qui ont participé aux activités. Et je compte également quelque chose qui a déjà été un peu entamé, réaliser une collecte au niveau documentaire pour regarder quelles ont été les retombées médiatiques de l'événement et comment ça a été traité pour le mettre en relation avec les perceptions qu'ont les personnes à l'intérieur du mouvement des apprentissages. Et donc, il y aura une analyse des verbatims pour les entretiens, une analyse plus documentaire pour les articles qui vont être traités. Et donc, j'en arrive à cette partie des résultats qui sont toutes très préliminaires et des réflexions qui m'habitent présentement que je veux vous partager. Tout d'abord, on a différents individus qui se sont unis, personnes autochtones et allochtones qui ont réalisé ce comité initiateur-là, qui a donc mené à l'émergence du projet de la Grande Marche. Rapidement, sans vous les lire, ce qu'on constate des emplois, des occupations occupées par ces personnes-là, c'est pour moi deux choses. Premièrement, une qui est davantage liée à l'univers environnemental, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, mais intéressant au niveau de la biologie, au niveau de l'éducation à l'environnement, mais aussi des personnes qui sont dans l'univers éducatif. Ce qui m'apparaît comme quelque chose d'intéressant. On parle d'enseignants, de professeurs, d'éducateurs, éducatrices, de chargés de cours. Et pour moi, c'est quelque chose qui est pertinent à observer pour donner du contexte. Il y a donc différents groupes, de nombreux groupes, en fait, qui ont offert leur appui, des groupes et des individus, à ce mouvement-là. J'en liste plusieurs ici. On a d'abord des institutions gouvernementales, autochtones, communauté Anishinaabe, Kigandibi, Grand Conseil Atikamekw et plusieurs municipalités allochtones qui se sont engagées dans la promotion de ce mouvement-là. On a une grande liste de groupes environnementaux qui ont participé, d'organismes locaux, mais aussi de groupes éco-citoyens. Je fais la nuance, en fait, dans le sens où on ne parle pas d'ONG forcément, d'OSBL, OBNL, mais de groupes citoyens qui ont appuyé ce mouvement-là.
On a un grand nombre d'artistes issus de toutes sortes de milieux, de nombreux qui sont autochtones également, qui se sont engagés dans la promotion de ce mouvement. On a les milieux scolaires dont je parlais notamment avec l'activité en milieu formel tout à l'heure. On parle d'une quinzaine d'écoles quand même à travers le Québec qui ont participé activement aux activités de la Grande Marche, même d'un syndicat scolaire d'établissement vers Brantford. On a donc ensuite une organisation des différents événements qui a été réalisée avec ces différents appuis-là. Donc, l'organisation de la Grande Marche en soi, l'organisation des différentes marches de soutien, l'organisation de tout ce qui impliquait le projet éducatif Toi, mon espèce rare et d'autres activités connexes qui ont eu lieu. Et donc, ces nombreux bénévoles-là qui se sont impliqués dans la promotion de la Grande Marche, dans la promotion et l'organisation des marches en soutien, celle du projet éducatif, ont participé à des collectes de fonds également, mais aussi à la création de liens avec les communautés autochtones et les divers groupes qui sont venus en appui au mouvement. Et donc, cette organisation-là, naturellement, elle mène aux événements en soi. Et ces événements-là, il y a différentes personnes, différents groupes qui y ont participé. On a donc une liste de groupes ici, notamment différents groupes autochtones, centres d'amitié autochtones, des groupes scolaires, comme je l'ai mentionné, Conseil de la communauté Nupissamitte, et il y en a beaucoup d'autres que je pourrais nommer ici, et une tonne d'individus, naturellement, qui se sont engagés dans ce mouvement-là en tant que personnes participantes, et différents porte-paroles qui, autochtones comme allochtones, avaient cette possibilité de s'exprimer sur des enjeux, notamment sur les différents arrêts qui étaient réalisés à travers la Grande Marche. Et donc, de ces événements-là, de ces activités-là, vont être générés des tonnes de discours, vont être présentés de nombreux faits, différentes informations, des revendications que le mouvement porte, et il va y avoir un traitement médiatique de l'information qui est réalisé. Ce traitement-là va agir comme une sorte de filtre, naturellement, qui va présenter certains types d'informations, parce qu'il est important de constater qu'il y a, somme toute, une proportion des personnes qui habitent au Québec relativement faible qui vont avoir été en mesure de participer directement au mouvement de la Grande Marche, mais il y a un très grand nombre de personnes qui vont avoir été en contact avec les activités qui ont été réalisées par la Grande Marche, mais par l'entremise d'un média. Je trouvais donc intéressant d'amener cet élément-là de compréhension pour savoir ce qui a pu être transmis comme information à l'extérieur de ce mouvement-là. Il y a des personnes qui ont participé directement. Et donc, c'est là que j'en suis venu à réaliser une petite collecte sommaire pour l'instant qui m'a servi à me faire une tête sur le rayonnement que la Grande Marche pour la protection des forêts a pu avoir. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on parle d'un rayonnement médiatique assez important pour un mouvement citoyen avec essentiellement des personnes bénévoles qui travaillaient dans ce milieu-là. Et donc, on a tout près d'une quarantaine d'articles qui ont été réalisés, partagés concernant la Grande Marche. On a 5 communiqués, une quinzaine de pages web où on avait des informations qui étaient considérées comme substantielles sur les revendications de la Grande Marche et ce que ce projet-là portait. Un court documentaire que je vous encourage à regarder, accessible sur YouTube. Une dizaine d'éléments de contenu audiovisuel. On parle notamment ici de réalisation par Radio-Canada, TVA, d'entrevues avec des personnes. On a différents balados et d'autres types de documents aussi. S'ajoute par-dessus ça une pétition qui a été signée par un certain nombre de personnes, déposée à l'Assemblée nationale, qui donne une certaine visibilité aussi, et une rencontre entre le comité initiateur du mouvement et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Et donc, l'ensemble de ce que je vous ai présenté de manière un peu plus isolée devient pour moi ce grand schéma maintenant que je vous présente rapidement, dans le sens où on part des individus qui ont participé, qui avaient cette intention de créer quelque chose au départ, qui en sont venus à former le comité initiateur. Celui-ci a donc mené à l'organisation des différentes activités qui vont avoir été réalisées dans le milieu formel, au niveau des différentes marches. Cette organisation-là va s'être faite
avec l'appui de différents groupes, de différents individus qui vont avoir participé à la promotion notamment des différentes activités, vont découler de l'organisation, comme je le disais, tout naturellement les événements auxquels différentes personnes vont participer, des individus, des groupes. Et de ces événements-là, il y aura un rayonnement médiatique, une expression à travers les médias d'une partie des informations qui vont avoir émergé du mouvement et donc qui sont accessibles pour un nombre de personnes plus important à travers le Québec et ailleurs, en fait. Et donc, j'en arrive ici à présenter ce qui se passe après également, parce que le mouvement de la Grande Marche, ça a été évidemment toute cette effervescence-là au niveau de cette marche qui s'est déroulée à travers le Québec. Ça a été les différentes activités que je vous ai présentées, mais c'est un mouvement, en fait. C'est quelque chose qui se poursuit, c'est quelque chose qui demeure actif, mais c'est quelque chose qui est dans un état plus de latence, je vous dirais en ce moment, plus d'observation. J'ai nommé ici explicitement la campagne Unis pour le caribou parce que c'est la seconde grande campagne qui a été menée par la Grande Marche, qui a donné lieu à l'organisation d'un webinaire avec Mélissa Moline-Dupuis notamment, à un grand rassemblement. Il y a eu cependant certains enjeux au niveau de la mobilisation, un rayonnement qu'on constate qui a été très significativement plus faible que celui entourant la Grande Marche en soi et les différentes activités. Et il y a également eu différents appuis qui ont été portés à des groupes. On parle notamment des Atikamekw du kilomètre 60 à Manawan, également qui sont appuyés activement par le mouvement de la Grande Marche. Mais le mouvement présentement est moins actif et c'est quelque chose qui s'explique notamment, et ça demeure une hypothèse présentement, mais qui s'expliquerait potentiellement par simplement une idée de contexte. Il y avait un contexte très particulier qui a permis de mener au grand jour ce mouvement-là autour de revendications très concrètes qui étaient à ce moment-là médiatisées même avant l'arrivée de la Grande Marche. Et c'est probablement ça qui a permis de porter en partie ce mouvement-là et de créer l'effervescence qu'on a connue autour du mouvement. Mais c'est un mouvement qui demeure en action, qui est en observation et qui souhaite poursuivre et s'orienter vers non pas une seule lutte, mais comme on le voit avec la campagne Unis pour le caribou qui s'est menée, vers d'autres luttes connexes, mais qui touchent encore la protection de l'environnement, celle du territoire. Et donc, j'en arrive à mon ouverture ici et j'en suis à ma deuxième session à la maîtrise. C'est un projet qui est naissant. Je vous le partage ici, mais je ne voulais pas conclure avec quoi que ce soit. Je souhaite ouvrir bien plus que de conclure ou que de fermer quoi que ce soit. J'ai des perspectives qui s'offrent à moi présentement. Ce que je souhaite réaliser, c'est de réaliser cette recherche-là dans une approche collaborative. C'est notamment pour cette raison-là que j'ai pris la peine de valider avec certaines personnes avec qui j'ai déjà des contacts de la Grande Marche si ma présentation était adéquate pour m'assurer que, puisque je le vis de l'extérieur davantage présentement, c'est des informations que je tire qui sont accessibles sur Internet de manière générale. Et donc, je voulais m'assurer de vous présenter quelque chose qui était représentatif de ce mouvement-là selon les personnes qui ont participé. Et donc, je les remercie pour cet accompagnement-là qu'ils m'ont fourni. Et donc, je souhaite m'ajuster en fonction des besoins qui vont m'être présentés de la part des personnes à l'interne du mouvement qui continuent d'y contribuer et celles qui ont contribué dans le passé. Je vais donc en être à poursuivre la réalisation de ma collecte de données, à travailler davantage à l'analyse, à l'interprétation des différents résultats qui vont émerger et à poursuivre dans cette réflexion-là aussi de savoir quels sont les ponts possibles avec le milieu scolaire, quels sont ceux qui déjà existent à l'intérieur de ce mouvement-là, mais quelle est la portée de cet exemple qui est celui de la Grande Marche de collaboration entre différents milieux, le milieu autochtone, bien qu'il soit quelque chose de très hétérogène, le milieu des luttes éco-citoyennes, des mouvements éco-citoyens qui est davantage alloctone, les municipalités, différents groupes sociaux et le milieu scolaire également.
et pour voir comment est-ce que ce mouvement-là de collaboration générale peut servir d'exemple pour créer des ponts qui sont plus solides, plus pertinents entre le milieu scolaire, trop souvent isolé, déconnecté, déraciné de son milieu, parfois au niveau social, et ces luttes-là, ces luttes environnementales-là qui regroupent les gens et qui, elles, sont connectées dans un tissu social et connectées avec le territoire également. Et donc, voilà, je vous présente ma courte bibliographie et en vous remerciant très sincèrement de votre écoute. Merci, Alexis, pour ta présentation. Bien apprécié. Bon, je pense qu'on voit les applaudissements aussi qui appuient mes dires. Je pense que ça a été bien apprécié. Merci. On serait donc rendu à une période d'échange. Je pense que ton ouverture nous y invite par ailleurs. Je ne sais pas si déjà il y en a qui aimeraient pouvoir poser des questions à Alexis, que ce soit sur ses avancées jusqu'ici ou ses perspectives, les perspectives qu'il annonce. Virginie, tu as une question? Bon, oui, nous, on est à 3 ici là, devant l'écran, alors on va se partager le micro. Virginie a une question. Oui, je me demandais juste, peut-être avant de préciser ma question, de me rappeler en fait la place, dans le fond, qu'est-ce qui se passait dans le milieu scolaire? Je sais qu'il y avait l'activité Toi, mon espèce rare, mais dans le fond, c'était les bénévoles, les gens de la marche qui faisaient une formation aux élèves. C'est quoi la place, dans le fond, du mouvement de la Grande Marche? Comment c'était présenté aux élèves? Oui, puis je me permets quand même de dire que sur toutes mes réponses que je vais pouvoir vous offrir aujourd'hui, je me garde une petite réserve selon ma compréhension du mouvement qui est à peaufiner certainement avec des échanges plus approfondis avec les personnes du milieu. Mais c'est un projet qui, à la base, avait été réfléchi en amont de la Grande Marche, qui était dans la logique parce qu'il y a différentes personnes qui font partie du comité initiateur qui sont intégrées dans un groupe environnemental organisé et rémunéré pour différents apprentissages. Et donc, c'est un projet qui s'est greffé à la Grande Marche, qui n'a pas été réfléchi, à ma connaissance, spécifiquement sur la Grande Marche. Et la Grande Marche a permis de porter en quelque part ces messages-là, de donner une visibilité plus accrue au message des personnes, des élèves. Et ça a favorisé aussi le fait que les personnes à l'intérieur des classes ont pu être invitées à participer plus activement dans les autres différentes activités de la Grande Marche à travers le fait qu'il y avait ce pont-là qui existait justement entre l'activité réfléchie avant, mais qui a évolué pour devenir dans une forme de connexion plus importante avec le reste des activités de la Grande Marche. OK. Donc, je vais laisser les autres, en fait, mais d'abord, je me demandais juste la place. Donc, il y avait cette activité-là, mais c'était quoi les autres liens entre les écoles et la Grande Marche? En fait, c'était dans une logique de promotion aussi de la participation aux différentes marches qui ont été réalisées, les marches connexes et la Grande Marche où, à l'arrivée, il y avait des personnes qui participaient, en fait, qui étaient pas en collaboration, mais qui se joignaient à la dizaine de marcheurs. Ça a permis de créer un lien d'information en quelque part pour faire en sorte de faciliter la participation des élèves dans ces différentes marches-là qui ont été réalisées. OK. Merci. Merci, Alexis. Je voyais dans le clavardage qu'il y a Pascal Félisa qui a envoyé un message avec quelques questions. Elle dit « Merci beaucoup, vraiment très intéressant. Est-ce qu'une partie des 83 aires à protéger sont proches de Montréal? Comment associer les Montréalais, dont des habitants autochtones, à ces démarches apprenantes? Est-ce qu'il y a déjà des actions engagées pour appuyer la Grande Marche à Montréal? » Elle semble volontaire de son côté. Elle dit « Je pense qu'on pourrait trouver des moyens auprès de tiers-lieux communautaires, de transition institutionnelle, etc. » Je vais commencer par répondre simplement que qui que ce soit qui a un intérêt pour s'impliquer dans ce mouvement-là, puis dans l'endroit où il est rendu actuellement, n'hésitez pas soit à contacter directement le Centra pour qu'il me recontacte, ou moi, je peux m'assurer de faire le lien de manière très rapide avec les personnes qui travaillent sur ce mouvement-là. Ça va me faire plaisir s'il y a des gens qui veulent s'impliquer. Je suis certain qu'il y a de la place pour tous ceux qui veulent le faire.
D'abord, au niveau des 83 aires protégées, effectivement, c'est des aires protégées des projets d'aires protégées, en fait, qui étaient prévus davantage au sud du Québec. Ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est de protéger des superficies équivalentes environ à ce qu'on souhaitait protéger au sud, davantage dans le nord, dans des lieux qui ne sont pas forcément intéressant du point de vue économique ou de l'exploitation du territoire et donc qui, pour plusieurs, n'étaient pas tellement en danger, donc pas tellement utile de les protéger. Et c'est des lieux qui avaient une biodiversité différente. Je ne peux pas grader tellement, mais tout de même, il y a une raison au niveau de l'évaluation de la richesse de la biodiversité qui fait en sorte que ces lieux-là, qui, oui, plusieurs étaient situés dans les alentours de Montréal, dans les lieux plus urbains, avaient été ciblés comme des lieux d'une grande richesse et qui font partie de régions qui sont plus en danger de perdre ces lieux-là et qui ont déjà des proportions de couverts forestiers, de milieux naturels qui sont inférieures. Il y avait d'autres questions imbriquées à l'intérieur. Là. Je prends le temps de relire un petit peu. Mon commentaire sur la manière de lier effectivement les personnes à l'intérieur de Montréal, j'ai un regard un peu externe à Montréal, dans le sens où présentement je suis à Sherbrooke, qui est plus en région tout de même. Et il y a effectivement une scission qui existe au niveau même des mouvements étudiants. Il y a une réalité montréalaise qui est très riche en environnement, beaucoup de groupes qui sont actifs et plusieurs difficultés effectivement à rejoindre les initiatives des régions puis à inclure les perspectives des personnes qui sont en périphérie. Je crois que ce mouvement-là avait des missions, des objectifs, des revendications qui touchent particulièrement les personnes par la notion des aires protégées qui sont davantage situées au sud, donc à Montréal et compagnie. Il y avait certainement quelque chose pour rejoindre ces gens-là, mais je crois qu'il y avait quelque chose de particulièrement intéressant à unir ces régions-là en passant par différentes villes, différents petits villages. Et donc, je crois que cette mission-là de la Grande Marche était entre autres une mission d'unir les personnes à l'extérieur de Montréal qui, pour moi, me semble déjà unie. Mais effectivement, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire pour connecter davantage Montréal aux réalités des régions. Mais je ne me permettrai pas de donner une réponse que je considérais comme étant particulièrement éclairante sur la manière dont ça peut se faire. Je crois qu'il y a certainement des enjeux qui sont communs, mais la manière précisément d'y arriver, je laisserai d'autres répondre à ça. Merci, Alexis, quand même d'avoir esquissé un début de réponse. C'est bien apprécié. Il y a Isabelle qui a levé la main aussi, qui aimerait intervenir. Isabelle Orellana, qui est la directrice du Centraire. Oui, bonjour Alexis, bonjour. Bonjour. Et puis, je suis désolée de ne pas avoir été dès le début. Je suis contente que Hugues ait assumé en fait l'introduction puis l'animation de cette rencontre. Mais merci beaucoup pour la présentation. Je n'ai pas pu être tout le long, mais tout de même, en lisant en fait, le petit texte de diffusion, puis de ce que j'ai entendu, je voulais d'abord te féliciter parce que, d'une part, tu as entrepris une maîtrise. Je suis bien contente qu'Adolphe t'accompagne là-dessus, mais sur un sujet si inspirant, si pertinent. Et en t'entendant tout à l'heure, je ne pouvais pas autrement que penser à ces marches qui se sont déployées à travers le monde, les marches plurinationales pour l'eau en Argentine, au Guatemala, en Bolivie, au Pérou, au Chili, en fait, les marches de protection des territoires. Et je crois que ça répond à une forme d'expression extrêmement pertinente, inspirante, rassembleuse, qui tente de parcourir des territoires ensemble pour diffuser, pour sensibiliser, mais pour mieux se les approprier en même temps. Et justement, ma question, qui peut-être est abordée plus tôt, c'est est-ce que tu comptes explorer comment, en fait, cette démarche ces groupes de protection de la forêt a initié contribue à une territorialité, à une nouvelle forme d'appropriation des territoires? Est-ce que c'est un aspect qui est envisagé? Et puis, à cette territorialisation qui
qui se forgerait justement dans un contexte de forêt menacée, forêt vulnérable, forêt à risque, et puis de multiples menaces en fait, qui sont à connaître en profondeur, à comprendre aussi à quel phénomène elles répondent. Mais est-ce que on peut à travers tout ça considérer ou envisager de mettre en évidence ces processus de réappropriation de cette réalité partagée, puis des sens d'appartenance également? Je serais tenté de commencer ma réponse par le fait que tout à l'heure, je présentais justement, plus en début de présentation, l'idée de ce lieu commun autour du territoire qui représente quelque chose de différent pour les différents groupes écologistes présents, qui sont davantage autochtones, et les premiers peuples qui, eux, ont un attachement identitaire, culturel, historique à ce qui s'est passé sur ce territoire-là. Et je crois que quelque chose qui serait d'abord intéressant pour moi de comprendre, c'est en fonction des différentes personnes autochtones et allochtones qui ont participé au mouvement, savoir tout d'abord quelle est leur conception de la notion de protection. Parce qu'il y a un désir d'éviter une destruction massive de tous les côtés. On se retrouve sur ça au niveau d'un processus d'extraction qui serait violent, qui serait extrême. On se retrouve cependant à savoir ce que le concept de protection réellement implique comme possibilité d'usage du territoire et donc d'appropriation de ce territoire-là. Pour moi, ça va être quelque chose d'important à voir. Quelle est la conception des différents acteurs de ce qu'on souhaite de ce territoire-là, de ce qui serait des types de revendications qui seraient porteuses pour l'usage de ces endroits-là. Je crois qu'il y a un travail de fond, de compréhension qui reste à faire pour moi. Je continue de m'approprier cet univers-là à partir de ce que j'ai comme écrit. J'essaie d'aller chercher davantage chez les auteurs autochtones également pour comprendre cette approche du territoire. J'ai fait un peu de recherche dans d'autres projets sur la poésie Innu. Il y a un rapport au territoire qui est réellement particulier. Il y a un rapport qui est fraternel, qui est familial, même dans les mots qui sont utilisés pour parler des différents éléments du monde naturel. C'est pas de cette manière-là que même les personnes écologistes, autochtones, de manière générale, ces mouvements-là ne traitent pas de ces enjeux-là de cette manière-là. Il y a des enjeux spirituels qui font partie de ce paysage-là, qui rendent aussi certainement la compréhension un peu complexe entre différents acteurs qui ont un lieu de commun, mais des perspectives, puis on parle de perspectives autochtones souvent, je reviens avec le fait que c'est quelque chose d'hétérogène, mais une perspective autochtone, ça a un sens, ce mot-là, ça veut dire qu'on le voit d'un autre angle, et si là, le point d'union, c'est le territoire, effectivement, c'est certain qu'il y a à rechercher l'opinion de ces personnes-là, puis leur vision de ce autour de quoi on s'unit, puis ce pourquoi est-ce qu'on s'unit, en fait. Merci, Alexis. Merci beaucoup. Ça me fait d'ailleurs penser, en fait, il y a une question en clavardage, là, je vais y venir, mais ça me fait d'ailleurs penser, j'avais une question similaire, mais en même temps, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, mais ça me faisait prendre conscience du fait que, comme Isabelle le disait, qu'il y a des marches de solidarité, en fait, des marches pour la défense du territoire qui ont lieu un peu partout dans le monde. Puis, la Grande Marche pour la forêt, ce n'est pas la première initiative non plus qu'on a pu voir au Québec. Il y a eu d'autres initiatives du même ordre qui ont eu lieu. Je pense, entre autres, à la marche de Stanley Volant, qui s'appelait, je pense, la marche du cœur, si je ne m'abuse, où il a parcouru aussi un nombre impressionnant de kilomètres, en fait, pour parler de sa cause. Virginie me faisait part d'une autre marche. Qu'est-ce que c'était, la marche? La marche des peuples pour la Terre-Mère. La marche des peuples pour la Terre-Mère. 2014. Oui, puis bon, je me souviens aussi du voyage qu'ont entrepris des communautés Iwichi à l'époque où le territoire Iwichi était menacé par le projet Grande Baleine dans les années début 90. Donc, on voit que c'est un outil, on peut dire, peut-être de communication, mais peut-être un outil pédagogique aussi qui est à explorer. Je ne sais pas si dans
dans ton exploration, tu as déjà tenu compte de cette dimension-là, ou si ça va en faire partie pour la suite, mais je trouve ça intéressant de pouvoir mettre en parallèle l'expérience de la Grande Marche pour la forêt avec d'autres initiatives finalement un peu du même ordre, peut-être pour enrichir la réflexion. Ah, effectivement, c'est certain que c'est quelque chose qui est parlant. C'est pas... Il y a des spécificités à ce mouvement-là qui, pour moi, sont particulièrement intéressantes, notamment au niveau de l'émergence du mouvement. À savoir que c'est un mouvement qui a émergé de manière collective entre des personnes autochtones, des communautés et des personnes allochtones, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des nombreux mouvements auxquels il y a des communautés autochtones ou des nations qui vont se rebeller contre un projet d'extraction, par exemple, et auxquels vont se greffer en appui des groupes ou des individus éco-citoyens ensuite, ou le contraire, des luttes écologistes plus allochtones auxquelles des individus éventuellement ou des groupes ou des communautés autochtones vont se greffer. Puis c'est tout un écosystème qui est important de contextualiser effectivement. Ce n'est pas un exemple unique, donc je crois qu'il y a quelque chose de porteur à regarder les ressemblances avec ce qui a déjà existé. C'est un travail que je suis en train de faire, en fait, pas forcément directement sur les marches autochtones, allochtones sur le territoire, mais de faire une recension à partir de tous les outils, toutes les cartes qui existent, notamment une avec Résiste Action sur les différents conflits qu'il y a eu pour situer ce mouvement-là, puis voir quels autres exemples porteurs s'inscrivent dans cette logique-là de partage éducatif autochtone allochtone dans des contextes de conflit. Parce qu'on a d'autres marches marches ou autres activités qui ont été réalisées conjointement qui ne sont pas forcément dans des logiques de conflit. Puis on est un petit peu à cheval sur la notion de conflit dans le sens où pour la Grande Marche, ce n'est pas directement un projet qui est d'extraction, peu importe, qui est aux portes de la réalisation, mais c'est le fait d'éviter d'une protection, ce qui, pour moi, rentre dans la notion de conflit, de destruction du territoire, mais sous un jour un peu différent. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant de regarder la panoplie, puis je le partageais très rapidement tout à l'heure, mais voir tout ce qu'il y a eu comme rapprochement autochtone, allochtone au niveau des conflits territoriaux. La grande majorité des mouvements d'ampleur importante qui se sont déroulés à travers les derniers 100 ans sur la protection du territoire ont impliqué la présence des premiers peuples. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement parlant, mais c'est autant il y a un enjeu rassembleur pour les personnes dans leur lutte, autant ce n'est pas forcément, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, dans le contexte où on a des personnes enseignantes qui ne sont pas toujours outillées pour présenter des notions éco-citoyennes critiques et qui ont une petite réticence par rapport au fait d'aborder ces enjeux-là. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément rassembleur autour d'un conflit qui vise la protection d'un territoire face à une destruction. Donc, de voir que dans une logique avec la Grande Marche de destruction territoriale tout de même s'il n'est pas directement impliqué, de voir qu'il peut quand même y avoir des parallèles avec le milieu scolaire. Je crois que c'est intéressant de voir la certaine unicité, du moins de mon point de vue pour l'instant, de ce mouvement-là par rapport à d'autres mouvements qui ont lié des personnes, mais qui ne portaient pas forcément une collaboration, même indirecte, avec le milieu scolaire. Mm-hmm. OK, merci. Tu sais, il y avait un commentaire, en fait, dans le clavardage, puis une question d'Emilio Orellana, le fils d'Isabelle qui est actuellement au Chili. Il nous dit, il te dit merci Alexis pour le partage de ses connaissances et de ses projets inspirants. Par curiosité, est-ce qu'il y a des liens déjà tissés entre la Grande Marche et ses projets connexes et Kahnawake? J'y pense, considérant la proximité avec Montréal de Tiohtià:ke et les possibilités d'implication des Montréalais que ce lien pourrait représenter. Bon, il nous a dit qu'il devait quitter, mais je pense qu'il est peut-être encore là, fait que peut-être qu'il va écouter attentivement ta réponse. C'est bon. Je n'ai pas de réponse à apporter à savoir est-ce qu'il y a un lien direct avec Kahnawake. Ce que je peux dire, c'est que c'est davantage un mouvement et même la trajectoire de la marche qui a été située un peu plus au nord
Et donc, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la communauté avec laquelle il y a eu le plus de liens. Je ne crois pas qu'il y ait eu de marche associée à Kahnawake, mais c'est vraiment sous toute réserve. Je n'ai pas la connaissance précise là-dessus. Oui, ben Virginie, Virginie, une autre question. Oui, et en fait, puisque tu nous as invité à t'inviter à réfléchir sur ton projet, j'aimerais, dans le fond, selon l'objectif que tu as présenté, je m'excuse, je tutoie, mais je sais pas si c'est correct. Pas de problème, ça fait plaisir. Enchantée, Virginie. C'est bon. Donc, dans le fond, les objectifs que tu as présentés, tu mets en valeur beaucoup la relation entre le milieu scolaire et les participants. Sauf que je vois que dans ta méthodologie, je trouve que ça... J'aimerais, en fait, tu nous expliques comment tu souhaites mettre ça en valeur. Effectivement, ma porte d'entrée n'est pas celle-là. J'ai l'impression que je me dirige davantage vers ça comme objectif global. Je souhaite partir de l'intérieur du mouvement des personnes qui connaissent le plus ça et de ce qu'il y a eu comme information par rapport à ça. Pour voir quelles ont été leurs perceptions des apprentissages qui ont été réalisés, quels ont été les différents freins qui ont empêché de promouvoir les apprentissages qu'ils souhaitaient faire réaliser, qu'est-ce qui a contribué à travers l'ensemble de ces composantes-là de collaboration avec des milieux, de friction, de ci, de ça, qu'est-ce qui a contribué à promouvoir ces apprentissages-là. Et effectivement, ça arrive après dans ma logique pour l'instant de regarder qu'est-ce qui peut servir d'inspiration et pas forcément, je présentais l'activité qui avait lieu en milieu formel, mais ce n'est pas mon focus premier dans la logique d'une relation entre les deux. Je souhaite comprendre plus en profondeur qu'est-ce que ce mouvement-là a encore à apporter comme type de génération, dans la logique de générer des apprentissages éco-citoyens, et pour ensuite pouvoir voir quelles sont les connexions possibles avec le milieu scolaire. Mais j'ai besoin pour l'instant d'aller regarder davantage à l'intérieur du mouvement et pas, je dirais, de m'attarder à l'initiative précise qui était celle avec le milieu scolaire. C'est quelque chose qui va venir après. Je suis encore à délimiter jusqu'où est-ce que je peux me rendre à l'intérieur du temps qui me reste pour ma maîtrise. Et j'ai des étapes supplémentaires que je souhaiterais réaliser pour aller un peu plus loin dans l'idée de cette connexion-là. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai besoin d'aller voir à la base du mouvement pour voir quels sont les apprentissages, les impressions, les blocages qu'il y a eu selon les personnes qui connaissent le plus ce mouvement-là, qui l'ont vécu de l'intérieur. C'est peut-être un projet après, non? Oui, je n'exclus rien. Un doctorat. Après, certainement, est-ce qu'il est sur ça ou sur autre chose? L'avenir nous le dira, mais c'est des enjeux qui m'intéressent, les connexions avec le milieu, entre le milieu scolaire et les mouvements environnementaux et sociaux en général m'intéresse cette logique de développement de la citoyenneté, d'un engagement politique, en quelque part, sans que ce soit un engagement, mais un engagement critique, logique politique des personnes, des élèves, des étudiants. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis engagé dans différents mouvements sociaux et je vois un potentiel là. Mais pour l'instant, je ne veux pas sauter des étapes. Je veux comprendre le fond avant de pouvoir en venir à des propositions de connexion qui seraient pertinentes. Donc, ce serait plutôt une retombée en ce moment plutôt qu'un objectif. C'est un peu ça que je comprends. En quelque part, ça ne fait pas partie de mes objectifs spécifiques. Je suis dans une logique d'objectif général pour moi et peut-être que ça pourrait être phrasé autrement et dirigé autrement, mais ce que je le vois, c'est une espèce de lunette que j'ai qui me permet de réfléchir ça dans un contexte un peu plus, c'est un objectif général, dans un contexte un peu plus global, d'avoir ça un petit peu derrière la tête, toujours dans la manière dont j'essaie d'aborder mes questions et dans la manière dont je veux tirer des informations sur les différents apprentissages, de toujours avoir ça en tête, mais ça demeure quelque chose qui est un peu derrière. D'accord, merci. Merci Alexis. Oui, une autre question. Anne Bertin-Renaud. Oui, bonjour. Bonjour. Félicitations déjà pour la présentation, parce que c'était très, très clair et très, très inspirant. Moi, je
je suis en France, donc il fait déjà noir ici par rapport à chez vous. Et j'étais vraiment intéressée par la thématique proposée parce que moi, je suis enseignante à l'université à Brest en sciences du sport et de l'éducation. Et je travaille cette année sur un projet de recherche sur les aires éducatives en France. Je ne sais pas si c'est un dispositif que vous connaissez, mais ça fait une dizaine d'années que ça existe et c'est né il y a 10 ans en Polynésie française, aux Marquises, dans une école primaire où des scientifiques sont venus présenter les risques de dégradation de la biodiversité aux élèves. Et c'est des élèves qui ont souhaité protéger un petit territoire proche de leur école, un petit territoire du littoral. Et donc, ça s'est étendu en Polynésie. Après, c'est venu en métropole depuis 2016. C'est porté par l'Office français de la biodiversité. Et il propose aux écoles et aux collèges de créer une aire éducative, donc de choisir un petit territoire proche de leur école. Et les élèves mènent des actions de connaissance d'abord, et puis après de protection de cet espace-là. Et il y a des aires marines et ensuite des aires terrestres. Et ce qui apparaît aussi, et je trouvais intéressant que ta présentation, je me permets de te tutoyer aussi, mais elle mettait vraiment l'accent sur la dimension, l'importance de la dimension culturelle de cette relation qui est tissée avec la nature, avec le territoire, et la dimension militante aussi, parce qu'on se rend compte que ce qui est important avant de proposer aux enfants de gérer, de faire des actions de protection, c'est en fait qu'ils se reconnectent à ces territoires parce que souvent, cette notion culturelle qui est très forte, j'ai l'impression chez les peuples autochtones, ici, il y a beaucoup de territoires où cette culture, où les enfants sont vraiment un peu déconnectés de leur territoire, ils ne le connaissent pas, et c'est un peu étrange, enfin, parfois un peu étranger pour eux. Quand on les amène dehors, ils y vont, dans certains quartiers, ils en ont très peu. Et que cette dimension-là culturelle, elle est très importante avant qu'ils veuillent s'impliquer à défendre le territoire. Du coup, j'avais des questions par rapport à ça. C'était, est-ce que, quel est, selon toi, le lien culturel des enfants des écoles par lesquelles ils ont pu passer, enfin, tu le sais peut-être pas, mais qu'ils ont avec ce territoire? Est-ce qu'ils font aussi des projets d'école dehors ou pas? Est-ce qu'ils vont parfois vraiment apprendre dans l'environnement naturel? Juste être certaine de bien saisir, quand on parle des personnes qui ont participé aux activités dans les écoles, des personnes Ouais. autochtones? Des élèves dans les écoles où ils ont proposé des activités, est-ce que les élèves, parfois, ils vont faire de l'école dehors ou quel lien ils ont avec leur territoire? Oui, ben, dans le contexte de l'activité, il y avait cette idée-là justement de les amener sur le terrain, dans le milieu des espèces qu'ils avaient choisies pour justement créer cette espèce de lien-là. De manière générale, c'est pas c'est des écoles qui ont participé aux activités, mais ce pas des écoles particulières dans le sens où c'est des écoles un peu régulières où effectivement, de manière générale, il y a quand même peu d'apprentissage à l'extérieur, même s'il y a une logique d'apprentissage en plein air qui commence à se créer un petit peu avec la COVID a peut-être aidé à se révéler. Mais ça fait partie justement de cet enjeu-là pour moi de rapprochement entre l'école et les différents groupes, mouvements environnementaux et autochtones également, parce que pour avoir enseigné personnellement dans une école autochtone à Equanchit, le Cotebecan, il y avait des apprentissages sur le territoire, par le territoire, des apprentissages traditionnels qui, justement, où on prenait un après-midi une fois par 2 semaines pour aller dans le territoire, monter dans les terres, où réellement il y avait un engagement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu de proche même dans un autre milieu scolaire autochtone. Donc, il y a justement cette déconnexion que je constate et que je vois dans la littérature aussi, qui est constatée du milieu scolaire, en fait, avec, oui, le territoire, mais avec l'ensemble de la société. Nos écoles sont très apolitiques, donc n'engagent pas à un développement de la citoyenneté qui implique le politique. Nos écoles sont déconnectées aussi du territoire et lorsqu'on fait des apprentissages à l'extérieur, c'est souvent simplement
d'apprendre les mêmes choses dans le même contexte, mais à l'extérieur de la classe, ce qui amène pas davantage une relation au territoire. Donc, je pense qu'à travers des initiatives comme ça, à travers le fait de s'inspirer des pratiques de différentes communautés autochtones à travers le Québec ou ailleurs, il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ce rapport-là qui est entretenu, qui n'est pas construit, mais qui est développé en fait. C'est un rapport qui se développe avec le territoire et on a besoin, je le disais tantôt, mais on a besoin de cette proximité-là pour souhaiter protéger. Ensuite, on doit connaître, on doit avoir l'impression que les choses sont prêtes et qu'on sait de quoi on parle pour avoir cette envie-là, cet élan-là de protection ensuite. Donc, je pense que justement, de rattacher l'école de toutes les manières possibles au monde dans lequel elle se situe, je crois que pour moi que ça passe entre autres par le rapprochement de différents mouvements sociaux comme ça qui, eux, ont une toile qui est tissée à travers les enjeux citoyens, à travers les réalités qui se passent sur le terrain. Je ne sais pas si ça répondait aux questions, mais c'est quand même ça que ça m'évoque. Oui, ouais. En tout cas, je trouve très intéressant de faire le lien entre les mouvements citoyens et les cultures autochtones et le côté éducatif. Je trouve que c'est très intéressant. Et en tout cas, ici en France aussi, ici beaucoup les contenus, c'est beaucoup dans les programmes de sciences, vie de la Terre, biologie, de connaissances un peu décontextualisées et pas vécues quoi, de sortir. Et c'est pour ça que nous, on s'intéresse beaucoup à l'éducation physique, d'avoir une connaissance vécue avec le corps affectif, quoi, de développer vraiment un rapport. Ça revient effectivement, il y a cette déconnexion-là, puis il y a même dans notre programme de formation présentement, dans ce qu'on doit présenter, les différentes matières qui sont très compartimentées, qui font en sorte que c'est compliqué d'avoir une vue un peu globale qui amène à réfléchir ces enjeux-là qui sont multifacettes en quelque part, les enjeux éco-citoyens environnementaux. On ne peut pas, pour moi, les traiter dans leur globalité simplement dans un cours de sciences qui traite seulement des choses qui se rapportent seulement à la science puis aux quelques notions qu'on va apprendre à cette année-là. Ça ne peut pas être seulement dans un cours d'éthique qui souvent saute parce qu'on n'a pas le temps de le faire sur le terrain aussi. Mais on doit avoir une structure scolaire qui permette qu'il y ait plus d'interaction entre ces différents éléments-là parce que l'éco-citoyenneté, et peu importe comment on le nomme, là, je le nomme comme ça, mais parce que ces apprentissages-là sont multifacettes, ces apprentissages-là, et ces notions-là impliquent qu'on les regarde dans toute leur complexité. C'est présentement notre modèle éducatif, à mon œil, mon humble avis, ne permet pas de le faire adéquatement. La même problématique ici, tout à fait. Ouais. Ça facilite l'évaluation et l'homogénéisation de toutes sortes de choses, mais ça complexifie la présentation d'enjeux comme ça. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très... Merci, Alex. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Bachand? Voilà, Charles-Antoine. Charles-Antoine. Ça fait plaisir. Merci, Alexis, pour votre présentation. C'était vraiment, vraiment agréable. J'essaie de voir où me situe là-dedans, mais votre dernière intervention, dans le fond, va vraiment dans le sens des réflexions que j'avais, puis je pense l'intervention de la dame derrière Hugues aussi, je pense que c'était Virginie, son nom, en lien avec justement le lien avec l'école. Je pense que vous avez mis le doigt sur la fonction de l'école n'est peut-être pas tout à fait facile à réconcilier avec une éco-citoyenneté substantive, je veux dire comme ça, ou à plus forte raison, une éco-citoyenneté socio-critique. C'est peut-être pas tout à fait facile à concilier. Puis je pense que justement, en mettant l'accent de votre regard sur les mouvements citoyens, sur l'éducation populaire aussi en contexte non formel, je pense que vous allez trouver plusieurs choses. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça super stimulant comme projet. Je vous souhaite une super belle continuation. Je trouve qu'il y avait quelque chose aussi dans ce que vous apportiez par rapport à la poésie chez les Inuits, notamment, où il y avait la pluralité, une ouverture épistémique au savoir autochtone. Puis, si la dame dont vous parliez là, au Cégep de l'Outaouais, c'est Véronique Gaboury-Bonhomme, je sais que c'est quelque chose qui l'interpelle tout particulièrement, la question des savoirs autochtones en milieu scolaire. Elle, en biologie, elle essaie d'intégrer les savoirs de la biodiversité autochtone dans des cours, par exemple en biochimie ou en
en technique de laboratoire. C'est une des choses sur lesquelles elle a une préoccupation. Donc, de cette sensibilité-là en milieu scolaire, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. Vous ne pouvez pas tout explorer, bien entendu, dans le cadre de votre maîtrise. Donc voilà, mais encore une fois, je pense que vous avez une belle compréhension. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment stimulant de vous entendre, de voir les réflexions que vous aviez, puis j'ai hâte de voir la suite. Donc, je vous souhaite une magnifique continuation pour la suite. Puis merci mille fois de vous être prêté au jeu, de nous présenter où vous en étiez dans votre démarche ce midi là, ou cet après-midi. Là, c'est toujours stimulant pour tout le monde d'entendre les projets en cours. Donc, félicitations, puis merci encore. Merci à vous pour ce commentaire. Beaucoup. Puis, je me permettrais seulement de dire qu'on parlait du fait que c'est peut-être qu'il n'y a pas une adéquation très simple entre cette idée d'éco-citoyenneté, je ne sais plus le mot que vous avez utilisé exactement, mais la fonction de l'école. Je pense que ça nous amène justement à réfléchir à cette fonction-là. Il y a la fonction actuelle pratique de l'école. Avec M. Drainville, ça explique qu'il y a certains défis par rapport à cette réflexion-là, mais oui, en effet. Oui, on ne discute pas avec M. Drainville aujourd'hui, mais il y a effectivement des questions que ça soulève. L'éducation, l'éco-citoyenneté en soi soulève des tonnes de questions par rapport à ce que notre école doit développer comme compétences, comme habilités, comme connaissances chez les personnes, chez les élèves, chez les personnes étudiantes. Et en quelque part, il y a cette idée déjà d'enseigner, d'éduquer à la citoyenneté. Et pour moi, l'éco-citoyenneté, et on la voit englobant la citoyenneté ou à l'intérieur de, ça fait partie et c'est entremêlé. Donc, de reconnaître qu'on doit éduquer à la citoyenneté, déjà pour moi, c'est reconnaître qu'on doit éduquer à l'éco-citoyenneté. Donc, ça veut dire d'adapter nos manières de faire et donc d'évoluer dans la manière dont on le fait. Je me permettrais seulement juste de présenter le fait que je viens juste de vivre mon parcours de baccalauréat et on n'est pas formé pour... Et je ne veux pas généraliser mon expérience à l'ensemble des expériences, mais de manière générale, ça corrobore ce que j'entends aussi. C'est pas vrai qu'on est formé à avoir une réflexion critique et politique dans l'ensemble des universités au Québec. Et on s'attend à ce que les personnes enseignantes, dans mon cas au primaire, soient en mesure de former des personnes à la citoyenneté, de les former comme citoyens, mais on ne forme pas, à mon œil, ces personnes-là elles-mêmes à être des personnes citoyennes actives et qui comprennent l'univers critique politique. Donc, je pense qu'il y a plusieurs défis. Ça, je décale un petit peu par rapport à ce dont on parlait, mais ça fait partie de ces grandes réflexions-là que certainement plusieurs d'entre vous avez au quotidien aussi, mais c'est des grandes questions qui sont porteuses. Puis je crois qu'il y a plein d'angles sous lesquels les aborder. Puis moi, j'ai mon angle pour l'instant qui m'amène à réfléchir. Merci, Alexis. Oui, bien, effectivement, c'est des grandes questions qui habitent plusieurs personnes, qui nous habitent, nous, puis des questions aussi qu'on va avoir peut-être l'occasion d'aborder ici au Québec prochainement à travers les forums citoyens Parlons Éducation. Donc, il va y avoir des forums citoyens dans plusieurs villes du Québec. Donc, il y en aura certainement un près de chez vous. Si vous êtes au Québec. Donc, c'est des forums où on va parler justement de la mission de l'École québécoise, en fait, des contenus du programme de formation de l'École québécoise, mais aussi de la formation à l'enseignement, de la démocratie à l'école, bref, d'un paquet d'enjeux de fond qui nous concernent tous et toutes. Donc, on vous invite tout aussi nombreux que vous êtes aujourd'hui à participer activement à ces forums-là pour que l'éducation au Québec participe davantage à ce qu'on disait, à une éducation en fait engagée, une éducation citoyenne, une éducation éco-citoyenne, une éducation politique. Donc, c'est un petit message que je voulais transmettre. Peut-être avant de laisser le mot de la fin, je ne sais pas, Isabelle, si tu voulais faire un petit mot de la fin pour l'activité d'aujourd'hui. Ah ben merci beaucoup, Hugues. Mon microphone est activé. Oui. Merci surtout, Alexis, pour vraiment cette présentation si inspirante que ça a dépassé bien au-delà de présenter ton projet de maîtrise. C'était une discussion des fonds
bien plus large, vaste et profonde, qui touche des préoccupations actuelles qui sont très présentes, qui nous inquiètent, qui nous préoccupent particulièrement au Centraire, dans toute la question de l'écologisation des curriculums, entre autres. C'est une préoccupation que nous portons et nous tentons de mettre les efforts afin d'avancer dans cette perspective-là. Et puis, nous sommes très heureux qu'il y a quand même, on perçoit dans la population étudiante et autant de ceux qui sont au bac que dans les cycles supérieurs, une préoccupation, un intérêt et même le goût de s'impliquer pour, en fait, à mener, en fait, les décideurs à prendre les décisions qui s'imposent pour que cette perspective puisse être intégrée à la formation et à l'enseignement, notamment les multiplicateurs, les agents de transformation, normalement. Alors, merci beaucoup pour ta présentation, puis merci à tout le monde d'avoir été là, de la France, des régions du Québec, un peu partout. Et puis, nous invitons à poursuivre, en fait, à être attentifs à la programmation des séminaires du Centraire. Et on l'affiche régulièrement dans notre site web. Et puis, il y en a, enfin, je dirais, des sujets très, très actuels, très contemporains, qui peuvent rejoindre les intérêts des uns et des autres sur ces questions-là. Puis des sujets, des débats actuels qui suscitent des polémiques aussi, comme celui de l'écologisation des curriculums. Merci beaucoup à Hugues Samuel, qui doit être quelque part là aussi. J'étais contente de voir aussi Pascal Felizat qui a suivi le programme court récemment avec nous, le programme court en éducation relative à l'environnement. Alors, merci à tout le monde. Puis Hugues, peut-être c'est à toi qui revient d'éclore ce séminaire tel comme tu l'as ouvert. Merci Alexis, encore une fois. Merci Isabelle. Je peux juste réitérer l'invitation de suivre la programmation. Puis on vous invite officiellement à assister au prochain Midi étudiant qui va avoir lieu lundi prochain, donc le 20 février. Et ce sera le Midi étudiant de Oran Bischoff qui va nous présenter en fait son projet de thèse de doctorat. Donc c'est un rendez-vous lundi prochain sur l'écoformation. Merci Virginie. Donc, bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous revoir. Oui, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde.